Les lustres d'Ashworth House flambaient de 1000 bougies, leur lumière cascadant sur le crème et l'or de la plus belle salle de bal de Londres comme de l'ambre liquide, et l'air lui-même semblait miroiter de la chaleur des corps pressés les uns contre les autres dans leur parure de soie, le froufroutement des robes et le murmure de 100 conversations créant une symphonie de privilèges et d'attentes. Dehors, au-delà des hautes fenêtres drapées d'un velours couleur de minuit, des nuages d'orage s'amoncelaient dans le ciel de juin, leur obscurité formant un étrange contrepoint à l'éclat intérieur, bien qu'aucun des invités assemblés ne semblât le remarquer ou s'en soucier. Ils étaient là, après tout, pour le spectacle, pour la danse prudente de l'alliance et de l'ambition qui caractérisait la saison londonienne à son apogée. Et au centre de tout cela, se déplaçant à travers la foule avec l'autorité naturelle d'un homme qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde, se trouvait Sa Grâce, le duc d'Ashworth. Il était âgé de 30 ans, doté de la beauté classique qui semblait presque sculptée dans le marbre, des pommettes saillantes, une mâchoire forte, des cheveux sombres rejetés en arrière sur un front haut, et des yeux d'un gris si pâle qu'il paraissait presque argenté à la lueur des bougies. Tout en lui parlait d'un contrôle absolu, du nœud parfait de sa cravate au rythme mesuré de ses pas, de la façon dont il inclinait la tête en guise de reconnaissance, sans jamais vraiment sourire, à la manière dont son regard balayait la pièce, évaluant, cataloguant, écartant. Il le disait inconquérable. Ceux qui chuchotaient dans les coins et derrière leurs éventails, un homme qui avait hérité de son titre à 20 ans et avait passé la décennie suivante à transformer les domaines d'Ashworth en un modèle d'efficacité et de profit, qui siégeait à la Chambre des Lords et parlait rarement mais était toujours écouté, qui n'avait jamais montré de faiblesse, d'indécision ou d'émotion plus forte qu'un léger mécontentement. Il avait décidé, ce soir même avant que le bal ne commence, qu'il était temps d'assurer l'avenir de son duché, et alors que son regard se posait sur mademoiselle Eleanor Hartley, qui se tenait près de la table des rafraîchissements, une jeune femme de 23 ans, aux cheveux châtains, arrangée avec une élégance simple et vêtue d'une robe bleu pâle qui témoignait plus du bon goût que de l'ostentation. Il ressentit la même certitude qu'il apportait à chacune de ses décisions. Elle était parfaite, sa lignée impeccable, sa dot respectable bien que non excessive, sa conduite toujours convenable, sa réputation non ternie par le moindre murmure de scandale. Plus important encore, elle était calme, réservée, le genre de femme qui gérerait sa maison avec compétence et lui fournirait des héritiers sans exiger l'enchevêtrement désordonné de l'émotion qu'il avait depuis longtemps déterminée comme une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre. Il l'observa un instant, notant la façon dont elle se tenait légèrement à l'écart des autres jeunes dames, sa posture correcte mais en quelque sorte distante, et il approuva cette réserve, cette absence d'ambition désespérée. Elle accepterait sa proposition avec gratitude et grâce, il en était certain. Car quelle femme refuserait de devenir duchesse, d'avoir tout le confort matériel, tous les avantages sociaux? Alors qu'il commençait à se diriger vers elle avec l'inéluctabilité d'un homme qui n'avait jamais connu de refus, il ne remarqua pas la façon dont sa main gantée se resserra sur les bâtonnets d'ivoire de son éventail jusqu'à ce que ses jointures blanchissent contre la soie, ne vit pas la brève lueur de quelque chose dans ses yeux bruns qui aurait pu être de la reconnaissance, de la résignation, ou peut-être une forme discrète de terreur. L'orage au dehors se pressait plus près des fenêtres, le tonnerre grondant bas et lointain comme un avertissement que personne ne choisissait d'entendre. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Le duc traversa la salle de bal avec l'assurance mesurée d'un homme qui n'avait jamais connu de refus, et la foule sembla s'écarter devant lui aussi naturellement que l'eau devant la proue d'un grand navire, les conversations s'interrompant,
puis reprenant dans son sillage, car chacun reconnaissait cette qualité particulière d'intention dans ses mouvements. Il atteignit mademoiselle Eleanor Hartley au moment même où elle posait son verre de limonade, et lorsqu'il s'inclina avec une précision parfaite et demanda à lui parler en privé, elle n'eut d'autre choix que d'acquiescer d'un signe de tête, bien que quelque chose dans ses yeux vacillât comme une bougie dans un courant d'air. Il la conduisit dans un coin relativement calme de la salle de bal, où il pourrait être vu de tous mais entendu de personne, ce qui était exactement ce qu'il avait prévu, car une demande en mariage public portait en elle le poids de l'attente sociale, rendant le refus presque impossible sans causer de scandale. « Mademoiselle Hartley, commença-t-il, sa voix portant ce timbre particulier d'autorité qui l'avait si bien servi au Parlement et dans les affaires. Je vous ai observé tout au long de la saison, et je trouve votre conduite, votre éducation et votre caractère tout à fait appropriés à la position de duchesse d'Ashworth. » Il ne remarqua pas comment sa colonne vertébrale se redressa presque imperceptiblement, comment son menton se releva peut-être d'un quart de pouce. « J'ai l'intention de me marier avant la fin de l'année, et je crois que nous nous conviendrions admirablement. Votre famille bénéficierait de cette alliance, tout comme la mienne par l'ajout de votre lignée impeccable. Je suis prête à vous accorder une somme généreuse et à veiller à ce que vous ne manquiez de rien en termes de confort matériel ou de position sociale. » Il fit une pause, attendant sa gratitude, son acceptation rougissante, peut-être même des larmes de joie, et la pièce autour d'eux était devenue silencieuse, alors que les plus proches s'efforçaient d'entendre, tandis que la prise de conscience de ce qui se passait se propageait dans la salle de bal comme des ondes sur un étang. Eleanor Hartley se tenait devant lui dans sa robe bleu pâle, et pendant un long moment, elle fut absolument immobile, si immobile qu'on aurait pu la croire sculptée dans le même marbre que ses traits. Et dans cette immobilité, toute l'assemblée semblait retenir son souffle collectif. Quand elle parla, sa voix était douce mais claire, chaque mot énoncé avec une précision qui égalait la sienne. « Votre grâce, je suis sensible à l'honneur que vous me faites, mais je dois décliner votre proposition. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau dormante, et pendant peut-être 3 battements de cœur, personne ne bougea, personne ne respira, comme si les lustres eux-mêmes pouvaient s'écraser sous le choc. L'expression du duc ne changea pas. Il était bien trop maître de lui pour cela, mais quelque chose dans ses yeux pâles devint plate et dure, comme la glace d'hiver se formant sur un lac profond. « Je vous demande pardon, » dit-il, et bien que son ton restât contrôlé, il y avait de l'acier sous la soie. « Je dois respectueusement décliner, » répéta Éléanore, puis elle exécuta une révérence d'une forme si parfaite qu'on ne pouvait lui trouver aucun défaut, même si elle servait de congé, et avant qu'il ne puisse se ressaisir pour répondre, avant qu'il ne puisse assimiler ce qui venait de se produire, elle s'était retournée et se déplaçait à travers la foule, avec une grâce qui frisait la fuite, le laissant seul au centre de l'attention de la salle de bal. Le murmure qui s'éleva fut comme le bourdonnement d'un millier d'abeilles, un mélange de choc, de spéculation et de ravissement à peine dissimulé devant un drame aussi sans précédent. Et le duc resta là, ayant l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ressentant quelque chose qu'il ne pouvait nommer immédiatement, car il en avait si peu l'expérience, le mélange brûlant et tumultueux de fureur, d'incrédulité et d'orgueil blessé qui se masquait, même à ses propres yeux, en simple indifférence. « Elle m'a refusé », répétait son esprit à chaque battement de son cœur. « Elle m'a refusé. » C'était impossible, inconcevable, un affront à l'ordre naturel des choses, et alors qu'il se mettait enfin en mouvement, sortant de la salle de bal du même pas mesuré qu'à son entrée, bien que cela lui coûtât chaque once de volonté qu'il possédait, il se dit qu'il ne ressentait rien d'autre que du mépris pour sa sottise,
qu'il était soulagé d'avoir découvert son manque de sens avant de se lier à elle. Mais sous cette indifférence soigneusement construite, sous le masque du sang-froid aristocratique, quelque chose de plus sombre se levait et se resserrait, le premier goût amer d'une leçon qu'il n'avait jamais pensé devoir apprendre. L'orage qui avait menacé pendant le bal éclata cette nuit-là, la pluie s'abattant contre les fenêtres de tout Londres comme si les cieux eux-mêmes étaient scandalisés. Et au matin, la nouvelle du refus de mademoiselle Eleanor Hartley au duc d'Ashworth s'était répandue dans chaque salon, chaque table de petit déjeuner, chaque coin où la société se rassemblait pour disséquer l'extraordinaire et le sans précédent. Les chuchotements étaient partout, les spéculations allaient bon train. Peut-être était-elle secrètement fiancée à un autre, peut-être avait-elle perdu la raison, peut-être y avait-il un scandale caché que le duc avait découvert et qu'il avait en vérité retiré sa demande, lui accordant la fiction du refus pour préserver sa réputation. Dans son domaine ancestral d'Ashworth Park, où il s'était retiré avec une froide dignité le lendemain du bal, le duc se déplaçait dans les vastes salles comme un fantôme de lui-même, sa fureur soigneusement contenue derrière des murs de glace, refusant de parler de l'affaire, se jetant dans sa correspondance et les affaires du domaine avec une intensité qui rendait son intendant nerveux et ses domestiques marchant sur la pointe des pieds. Il se disait qu'il s'en moquait, qu'il était bien débarrassé d'une femme assez sotte pour refuser la position qu'il lui avait offerte, qu'il y avait une douzaine d'autres jeunes dames convenables qui l'accepteraient avec la gratitude appropriée, et pourtant il se trouvait incapable de se calmer, incapable de se concentrer. Le souvenir de son refus tranquille se rejouant sans cesse dans son esprit comme une phrase musicale qui ne voulait pas se résoudre. Pendant ce temps, dans la demeure beaucoup plus modeste de la famille Hartley, Eleanor était assise dans le salon du matin, tandis que son père faisait les 100 pas, et que sa jeune sœur pleurait, tous deux incapables de comprendre ce qu'elle avait fait, pourquoi elle refuserait un parti si brillant, une telle sécurité, une telle élévation. Mais Eleanor, ne cessait de dire sa sœur, la voix montant vers l'hystérie, c'est un duc, le duc d'Ashworth, et tu l'as refusé, tu seras ruiné. Personne d'autre ne te demandera en mariage maintenant. Tu mourras vieille fille, et cela rejaillira sur nous tous. Son père, un baronnet aux moyens modestes dont le domaine était substitué loin de ses filles, semblait simplement déconcerté et blessé, comme si elle l'avait frappé sans raison. Eleanor était assise, les mains jointes sur ses genoux, le même sang-froid qu'elle avait montré dans la salle de bal, lui servant maintenant d'armure, et quand elle parla enfin, sa voix était douce mais ferme. « Je ne pouvais pas l'accepter, papa. Je sais que vous ne comprenez pas, mais je l'ai observé tout au long de la saison. J'ai vu comment il parlait aux domestiques comme s'ils étaient des meubles, comment il regardait les gens comme s'il calculait leur valeur dans des registres, à quel point il était absolument certain de sa propre supériorité en toutes choses. Il ne m'a pas offert le mariage, il m'a offert un poste, comme on pourrait engager une gouvernante particulièrement compétente. » Elle fit une pause, la gorge serrée par une émotion qu'elle ne laisserait pas paraître. Il m'a regardé et a vu du bétail de reproduction et une conduite convenable, pas une personne avec ses propres pensées, ses propres sentiments et ses propres rêves. J'aurais passé ma vie invisible dans ma propre maison, me déplaçant dans ces grandes pièces comme un fantôme bien habillé, produisant des héritiers et gérant sa maison, et n'étant jamais vu. Son père ouvrit la bouche pour protester, pour parler de devoirs, de sens pratique et des réalités de leur monde, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta, un acier tranquille qu'il n'avait pas connu chez sa fille. Eleanor savait ce que son refus lui coûterait. Elle avait 23 ans, pas une débutante de sa première saison, et refuser un duc, c'était se marquer comme étant impossiblement difficile ou peut-être légèrement folle, l'un ou l'autre mettant fin à tout espoir d'une autre offre convenable. Elle s'était résignée au célibat
au moment où elle avait prononcé ces mots de refus, avait accepté les conséquences, même si son cœur battait la chamade par peur de l'avenir, de la dépendance à la charité de son frère, à la mort de son père, de la lente disparition dans l'arrière-plan de la vie des autres. Mais même en sachant tout cela, même face au rétrécissement de son monde, à la taille de la chambre d'une dame de compagnie dans la maison d'un parent, elle ne pouvait regretter son choix, car elle avait vu dans les yeux pâles du duc quelque chose qui la glaçait plus que toute perspective de pauvreté, la certitude absolue qu'il possédait non seulement ses domaines et son titre, mais quiconque entrait dans sa sphère, et elle avait choisi la liberté plutôt qu'une captivité dorée, choisi la vérité plutôt que le confort, s'était choisie elle-même plutôt que tout ce que la société disait qu'une femme devrait vouloir. 3 semaines passèrent comme 3 ans dans la bibliothèque d'Ashworth Park, où le duc se trouvait incapable de se consacrer à une tâche plus de quelques minutes à la fois, son attention se fragmentant et se dispersant, peu importe comment il tentait d'imposer sa discipline de fer habituelle à ses pensées. Il était assis dans le fauteuil en cuir que son père avait occupé avant lui, entouré de premières éditions, d'histoires familiales et de registres méticuleux de la gestion du domaine, et constatait que rien de tout cela ne pouvait retenir son intérêt, car son esprit revenait sans cesse avec une précision obsessionnelle à ces quelques instants dans la salle de bal, au regard dans les yeux d'Eleanor Hartley juste avant qu'elle ne le refuse, à la certitude tranquille dans sa voix lorsqu'elle avait décliné ce que toute femme sensée aurait accepté avec gratitude. Il se disait que ce n'était qu'un orgueil blessé, que son ego avait été meurtri par l'expérience sans précédent du refus, et qu'il guérirait avec le temps, que bientôt il rirait de tout l'incident et irait de l'avant en choisissant une épouse plus convenable, plus reconnaissante, parmi les nombreuses qui accueilleraient certainement ses avances. Mais ces assurances sonnaient creux même dans son propre esprit, et il se surprenait à faire les 100 pas dans la bibliothèque à des heures indues, à regarder par les fenêtres des terres qu'il voyait à peine, consumé par une question qui devenait plus insistante à chaque jour qui passait. Pourquoi son opinion sur lui importait-elle tant? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement la rejeter comme étant sotte et passer à autre chose? Pourquoi le souvenir de ses paroles tranquilles le blessait-il plus profondément que toute insulte ou critique qu'il ait jamais reçue? Il commença, presque contre sa volonté, à examiner les certitudes qu'il n'avait jamais remises en question auparavant, à se demander si peut-être il y avait eu quelque chose dans son refus, au-delà d'un simple caprice ou d'un mauvais jugement, et cette interrogation l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre, car son monde entier était bâti sur le fondement de sa propre justesse, de sa propre supériorité, de sa propre conviction absolue en l'ordre naturel des choses. Le duc s'était toujours enorgueilli de sa capacité à analyser les problèmes de manière logique, à rassembler des informations et à prendre des décisions basées sur des faits plutôt que des sentiments, et il aborda donc l'énigme d'Eleanor Hartley avec la même précision méthodique qu'il aurait apportée à une négociation commerciale complexe, se disant qu'il avait simplement besoin de comprendre son raisonnement pour le rejeter correctement, que la connaissance apporterait une conclusion et lui permettrait de l'oublier. Il chargea son homme d'affaires d'une enquête discrète sur les habitudes et les allées et venues de mademoiselle Hartley, présentant cela comme une curiosité oisive plutôt que le besoin dévorant que c'était devenu. Et lorsque le rapport revint détaillant ses mouvements, ses promenades matinales, ses visites caritatives, ses fréquentes excursions dans une librairie démodée de Bloomsbury, il ressentit une vague de quelque chose qu'il refusa de nommer comme un triomphe. La librairie, nota son enquêteur, appartenait à un érudit âgé et proposait une sélection inhabituelle d'ouvrages philosophiques et littéraires, tout à fait inappropriés pour la lecture légère d'une jeune dame, et mademoiselle Hartley y avait été observée au moins 2 fois par semaine au cours des derniers mois, y restant souvent 1 heure ou plus, repartant parfois avec des paquets de livres qu'elle portait elle-même,
plutôt que d'envoyer un domestique les chercher. Le duc resta assis avec cette information, la retournant dans son esprit comme un joueur d'échecs contemplant un coup inattendu de son adversaire, et peu à peu un plan se forma, né de l'orgueil blessé, d'une curiosité authentique et de quelque chose de plus profond qu'il ne voulait pas encore reconnaître. Il s'arrangerait pour la rencontrer dans cette librairie, engagerait la conversation avec elle sur un terrain neutre, découvrirait quelle faille fatale dans son caractère ou sa proposition avait conduit à son refus, et alors, armé de cette connaissance, il pourrait enfin mettre tout cet épisode mortifiant derrière lui et retourner à son existence ordonnée et contrôlée. La décision prise, il ressentit un curieux mélange d'anticipation et de malaise, comme s'il était sur le point de quitter la terre ferme pour s'aventurer sur une glace dont il ne pouvait juger l'épaisseur. Mais il repoussa le malaise avec la même force de volonté qui l'avait si bien servi tout au long de sa vie, et prit des dispositions pour se rendre à Londres la semaine suivante, se disant que ce n'était que la conclusion d'un chapitre irritant, sans jamais soupçonner qu'il était en train d'ouvrir la première page d'une histoire qui réécrirait tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. La librairie était coincée entre l'établissement d'un tailleur et un modeste salon de thé dans une rue qu'aucun membre du beau monde n'aurait normalement de raison de visiter, son enseigne usée indiquant « Blackwell's Books and Philosophy » en lettres d'or délavées, qui parlait de jours meilleurs, et lorsque le duc poussa la porte un jeudi après-midi gris, une petite cloche tinta au-dessus de sa tête, et l'odeur de vieux papier, de reliures en cuir et de grains de poussière suspendus dans la lumière oblique de l'automne l'enveloppa comme une étreinte chaleureuse dont il n'avait pas su qu'il avait besoin. L'intérieur était un labyrinthe d'étagères surchargées qui atteignaient un plafond noirci par des années de fumée de charbon, des allées étroites à peine assez larges pour que deux personnes puissent se croiser, des livres empilés en tours précaires sur chaque surface disponible, et dans le coin du fond, illuminé par un rayon de soleil pâle provenant d'une haute fenêtre, se tenait Eleanor Hartley, dans une simple robe de jour gris tourterelle, ses gants retirés et oubliés sur une chaise voisine, son attention totalement absorbée par un volume qu'elle tenait avec une révérence attentive. Et le duc sentit son salut soigneusement répété mourir sur ses lèvres, alors qu'il l'observait dans ce moment sans défense. Elle semblait entièrement différente ici de ce qu'elle avait été dans n'importe quelle salle de bal, la réserve et le sang-froid prudent remplacés par quelque chose de lumineux et de vivant, un petit sourire jouant au coin de sa bouche pendant qu'elle lisait, une main remontant distraitement pour glisser une mèche rebelle derrière son oreille, et il se retrouva figé sur place, comme un garçon voyant quelque chose de beau et de rare, qu'il savait devoir fuir s'il bougeait trop vite. Un propriétaire âgé apparut de derrière un rideau, salua le duc d'un signe de tête distrait d'érudit, qui ne montrait aucune déférence particulière pour son rang, et retourna à son catalogage, laissant le duc naviguer dans les allées étroites vers l'endroit où se tenait Éléanore, son cœur battant à un rythme inhabituel qui aurait pu être de l'anxiété, de l'anticipation, ou les deux. Elle sentit sa présence avant qu'il ne parle, sa tête se relevant avec la vivacité d'une biche dans une forêt, et lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, il vit la surprise traverser ses traits, suivi immédiatement par quelque chose qui ressemblait presque à de la déception, comme s'il avait fait irruption dans un sanctuaire qu'elle croyait à l'abri de son monde. « Votre grâce, dit-elle, sa voix ne portant aucune de la chaleur qu'il y avait entendue quelques instants auparavant lorsqu'elle était seule avec ses livres, et elle posa le volume qu'elle lisait avec une précision soignée, comme si elle utilisait ce geste pour se ressaisir, pour reconstruire les murs derrière lesquels il l'avait aperçue. « Mademoiselle Hartley, répondit-il, et il entendit la raideur dans sa propre voix, la formalité qui était à la fois une armure et une habitude, et il détesta à quel point cela sonnait faux dans cet espace chaud et poussiéreux où la prétention semblait obscène.
Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. » C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux, et il vit quelque chose vaciller dans ses yeux qui aurait pu être de l'amusement ou du mépris. « Vraiment ?» demanda-t-elle, son ton parfaitement poli et totalement dénué de conviction. « Quelle remarquable coïncidence, alors, que vous vous soyez aventuré dans cet établissement particulier, si loin de Mayfair, en cet après-midi particulier. » Il eut la grâce de se sentir embarrassé, une chaleur montant à son col, et pendant un instant, ils restèrent silencieux, tandis que des grains de poussière flottaient entre eux comme de minuscules constellations. « J'ai entendu dire, recommença-t-il, abandonnant la prétention, car son regard clair rendait la malhonnêteté impossible, que cette boutique propose une sélection exceptionnelle d'ouvrages philosophiques. » Elle le regarda fixement, pesant quelque chose qu'il ne pouvait nommer, puis elle tendit le bras au-delà de lui, sa manche effleurant son bras avec une intimité accidentelle qui lui envoya un choc inattendu et cueillit un mince volume sur une étagère voisine. « Alors peut-être pourriez-vous bénéficier de celui-ci, » dit-elle en le lui tendant, et il le prit automatiquement, lisant le titre embossé en or délavé. « De l'humilité et des limites de la certitude. » Les mots le frappèrent comme une gifle, leur implication claire et cinglante, et il sentit sa mâchoire se crisper avec une attitude défensive familière, l'instinct de rejeter et de diminuer montant rapide et sûr. Mais avant qu'il ne puisse parler, avant qu'il ne puisse se retirer dans la supériorité glaciale qui l'avait toujours protégé, il regarda son visage et n'y vit pas de cruauté, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse, comme si elle avait attendu mieux de lui et avait été déçue, et la prise de conscience que sa bonne opinion importait plus que son propre orgueil le choqua au point de le réduire au silence. « Merci », s'entendit-il dire, les mots sortant raides et formels mais sincères. « Je vais l'acheter. » Elle hocha la tête, se retournant déjà vers ses propres recherches. Le congédiant comme on congédierait un domestique qui a terminé une course, et il resta là avec le livre entre les mains, se sentant sot, jeune et étrangement exalté, la regardant passer ses doigts sur les dos d'une rangée de recueils de poésie avec la même attention tendre qu'une autre femme accorderait à la soie ou aux bijoux. Et il comprit avec une clarté soudaine et inconfortable qu'il était témoin de quelqu'un en présence de ce qu'il aimait vraiment, et qu'elle ne le regarderait jamais, jamais de cette façon. Le duc lut le livre cette nuit-là dans son bureau, le feu brûlant bas, et projetant des ombres qui semblaient se moquer de sa certitude, et à chaque page, il sentait quelque chose d'inconfortable s'agiter dans sa poitrine, une reconnaissance qu'il ne voulait pas mais ne pouvait nier. Car les mots du philosophe sur la tyrannie de la conviction absolue et le courage requis pour admettre sa propre faillibilité semblaient écrits spécifiquement pour exposer chaque fondement sur lequel il avait bâti son sens de soi. Il se surprit à se souvenir de moments qu'il avait depuis longtemps écartés ou justifiés. La façon dont il avait coupé court à l'explication d'un laquais à propos d'un vase cassé, supposant l'incompétence plutôt que de s'enquérir des circonstances, la manière dont il avait rejeté la suggestion de son intendant sur la rotation des cultures sans vraiment écouter le raisonnement, les innombrables fois où il avait fait des déclarations sur l'art, la littérature ou la nature humaine sans considérer que sa perspective pourrait être limitée plutôt qu'universelle, et ses souvenirs s'accumulaient comme de petites coupures, aucune n'étant fatale seule mais ensemble, elle faisait saigner son orgueil. Le sommeil le fuit cette nuit-là, et plusieurs nuits suivantes, et il se retrouva à errer dans la galerie de portraits d'Ashworth Park, étudiant les visages de ses ancêtres avec un regard neuf, se demandant s'ils avaient eux aussi confondu certitude avec sagesse, contrôle avec force, et si la perfection rigide qu'il s'était toujours efforcé d'incarner était vraiment de la noblesse, ou simplement de la peur vêtue d'hermine et de soie. 15 jours plus tard, ayant appris par une enquête discrète
que mademoiselle Hartley fréquentait le British Museum les mercredis après-midi. Il s'arrangea pour se trouver à étudier les marbres d'Elgin précisément à l'heure où elle avait l'habitude de s'y rendre, et quand elle apparut dans la galerie consacrée à la sculpture antique, il sentit son pouls s'accélérer avec une anticipation qu'il se dit n'être que la satisfaction d'un plan bien exécuté. Elle le vit immédiatement, bien sûr, et il vit quelque chose comme de la résignation traverser ses traits avant qu'elle ne s'approche avec ce même sang-froid tranquille qui le frustrait et le fascinait à la fois. « Votre grâce, dit-elle, la voix soigneusement neutre, je commence à soupçonner que Londres est plus petite que je ne l'avais imaginé auparavant, ou bien que vos intérêts sont devenus remarquablement alignés sur les miens. » Il avait préparé une réponse, quelque chose de spirituel et de détourné. Mais ce qui sortit à la place fut l'honnêteté. Je me trouve attiré par une beauté que j'avais jusqu'alors négligée, mademoiselle Hartley, et je cherche à comprendre des perspectives que j'aurais autrefois rejetées sans considération. Elle l'étudia un long moment, ses yeux gris cherchant sur son visage quelque chose qu'il espérait qu'elle pourrait trouver. Puis elle se tourna pour contempler la figure de marbre à côté d'eux, une Niké sans tête figée, dans un éternel mouvement vers l'avant. Ces sculptures étaient autrefois entières, dit-elle doucement, peintes de couleurs vives, pleines de vie et d'imperfection, mais nous les admirons maintenant dans leur état brisé, préférant le marbre blanc pur à ce qu'elles étaient réellement, le fantasme à la vérité. Il comprit qu'elle parlait de plus que d'art ancien, et l'implication le piqua même si elle sonnait juste. « Et quelle est la vérité que vous croyez que je préfère ignorer, mademoiselle Hartley ?» demanda-t-il, et il entendit quelque chose de nouveau dans sa propre voix, une véritable question plutôt qu'un défi. « Que la vraie beauté exige la vulnérabilité, pas la perfection, » répondit-elle, regardant toujours la statue plutôt que lui. Que les moments les plus exquis dans l'art, dans la nature, dans les liens humains, viennent de la reconnaissance de notre incomplétude plutôt que de la prétention d'être des dieux de marbre au-dessus des faiblesses mortelles. Les mots se posèrent sur lui comme de la neige, froid et inévitable, et il voulut argumenter, se défendre avec la logique, des exemples et toutes les armes de la rhétorique qu'il avait toujours maniées si efficacement. Mais au lieu de cela, il se surprit à demander, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Et si l'on a passé une vie à construire une armure contre une telle vulnérabilité, mademoiselle Hartley, comment commence-t-on à la mettre de côté ? Elle se tourna alors vers lui, et dans ses yeux, il ne vit pas le triomphe de son aveu, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion, et cela le terrifia plus que son dédain n'aurait jamais pu le faire. Le schéma s'installa au cours des semaines suivantes, comme la pluie creusant des sillons dans la pierre, inévitable et persistant, car partout où Eleanor apparaissait, la bibliothèque de près les mardis matins, la petite galerie près de Covent Garden qui présentait des œuvres d'artistes inconnus, le square tranquille où elle s'asseyait parfois avec un livre quand le temps le permettait, le duc d'Ashworth se matérialisait avec une coïncidence si invraisemblable qu'elle en devenait presque comique, et un après-midi gris de fin octobre, quand Eleanor le trouva en train d'étudier les mêmes spécimens botaniques qu'elle était venue dessiner au jardin de Kew, elle se tourna enfin vers lui avec une expression qui mêlait l'exaspération à quelque chose qui aurait pu être un amusement réticent, et dit, sa voix douce mais ferme, « Votre grâce, j'avoue que je suis curieuse de savoir si vous avez développé une passion soudaine pour l'horticulture, les manuscrits médiévaux, la peinture de paysages et la littérature orpheline, ou si vous me suivez avec une détermination qui serait flatteuse si elle n'était pas si transparente. » Il eut la grâce de paraître mal à l'aise, une rougeur montant à ses joues d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Cet homme qui commandait les pièces par sa seule présence, maintenant pris comme un écolier dans une tromperie évidente,
et après un moment de lutte intérieure qu'elle put voir se jouer sur ses traits, il abandonna entièrement la prétention et dit « Je souhaite comprendre, mademoiselle Hartley, pourquoi vous m'avez refusé, et je constate que je ne peux le faire à distance, que je ne peux percer le mystère par la logique, la raison ou aucun des outils sur lesquels je me suis toujours appuyé pour comprendre le monde. » Elle le regarda fixement, ses yeux gris qui voyaient trop et pardonnaient trop peu. Puis elle désigna un banc sous un chêne ancien dont les feuilles se rendaient à l'automne dans des teintes d'ambre et de rouille. Et quand ils furent assis, elle se tourna vers lui avec une franchise qui le fit se sentir exposé d'une manière qu'aucun champ de bataille ou négociation politique n'avait jamais réussi. « Vous avez proposé un arrangement, votre grâce, dit-elle doucement, chaque mot choisi avec la précision d'un chirurgien pratiquant des incisions nécessaires. Pas un partenariat. Vous avez offert une position, pas une présence. Vous m'avez demandé de remplir un rôle dans la vie parfaite que vous aviez construite. Mais vous n'avez jamais demandé une seule fois qui j'étais au-delà de mon aptitude à ce rôle, jamais demandé ce que je pourrais vouloir, craindre ou rêver. Jamais considéré que je pourrais préférer la vérité et la connexion à tout le vide scintillant d'être une duchesse pour un homme qui ne me verrait jamais vraiment. » Les mots le frappèrent avec la force d'une révélation et d'une accusation combinée, et son premier instinct fut la défensive, l'armure familière de la logique et de la justification montant rapide et sûre. N'avait-il pas été honnête sur ses exigences? N'avait-elle pas compris la nature de tels arrangements? Ne réalisait-elle pas l'honneur qu'il lui avait offert? Mais avant que ses protestations ne puissent se former en paroles, il regarda son visage et n'y vit pas le triomphe mais la tristesse, une résignation lasse qui suggérait qu'elle s'était attendue exactement à cette réponse et avait été déçue par sa prévisibilité. Et la prise de conscience qu'il confirmait sa plus basse opinion de lui le blessa plus profondément que toute insulte n'aurait jamais pu le faire. Ils restèrent assis en silence, tandis que le vent passait dans les branches du chêne au-dessus de leur tête et dispersait les feuilles à leurs pieds comme des attentes déchues. Et il sentit quelque chose bouger en lui, une certitude à laquelle il s'était accroché toute sa vie, commençant à se fissurer et à s'effriter, jusqu'à ce qu'il dise enfin, sa voix rauque d'une émotion inhabituelle. « Et si je souhaitais maintenant savoir qui vous êtes, mademoiselle Hartley, non pas ce que vous pourriez être pour moi, mais qui vous êtes vraiment, me permettriez-vous cette connaissance ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, le ciel s'ouvrit sous une pluie d'automne soudaine, de grosses gouttes qui devinrent rapidement un déluge, et ils coururent ensemble vers l'abri d'une serre voisine, arrivant essoufflés et riant malgré eux, la spontanéité de la situation, brisant la formalité qui contraignait habituellement leurs interactions, et dans ce sanctuaire aux parois de verre, embaumant la terre et les plantes en croissance, avec la pluie tambourinant au-dessus et la brume s'élevant du sol chaud, Éléanore lui parla de sa mère, morte quand elle avait 12 ans, une femme qui avait valorisé l'authenticité par-dessus tout et avait enseigné à sa fille qu'une vie vécue dans la prétention n'était pas une vie du tout. Et le duc écouta, vraiment écouta, sentant chaque mot réorganiser quelque chose de fondamental dans sa compréhension de ce que signifiait être vu, être connu. Avoir de l'importance au-delà des rôles et des titres qui avaient toujours défini sa valeur. Les semaines passèrent comme des pages tournant dans un livre dont la fin restait incertaine, et pendant ce temps, le duc d'Ashworth commença à apporter des changements si subtils que même lui les reconnaissait à peine au début, bien qu'ils s'accumulassent comme la neige qui transforme un paysage, un flocon à la fois, car il se surprenait à faire une pause avant de parler aux domestiques pour demander plutôt que commander, à écouter les préoccupations de son intendant concernant le bien-être des locataires avec une attention sincère plutôt qu'une reconnaissance de pure forme, et à se surprendre dans des moments où la vieille certitude se manifestait comme un réflexe. «
choisissant plutôt de considérer que sa perspective pourrait être incomplète plutôt qu'absolue. Eleanor remarqua ces changements avec l'observation attentive de quelqu'un qui avait appris à lire le caractère dans les gestes et les silences. Mais elle resta sur ses gardes, son cœur protégé derrière des murs construits par trop d'années, à regarder les hommes feindre une gentillesse temporaire pour atteindre leurs objectifs. Et bien qu'elle reconnût ses efforts avec une politesse respectueuse, elle ne donna aucune indication qu'ils avaient modifié son jugement fondamental sur lui ou adouci sa résolution de maintenir une distance appropriée entre eux. Ce fut lors d'un événement caritatif, au début de novembre, organisé par Lady Pemberton au profit de l'hôpital des enfants trouvés, que ces transformations silencieuses furent mises à l'épreuve d'une manière que le duc n'avait pas anticipée, car il arriva dans la modeste salle de Bloomsbury avec le malaise d'un homme habitué aux salles de bal et aux dîners d'État, maintenant confronté à des planchers de bois usés et au chaos joyeux d'enfants ayant besoin de soins et d'attention. Et il vit immédiatement Eleanor, ses manches retroussées d'une manière qu'aucune duchesse ne permettrait, ses cheveux légèrement ébouriffés par l'effort, son visage illuminé d'une joie sincère, alors qu'elle aidait une petite fille avec un tablier déchiré, et le contraste entre cette Eleanor et la femme soigneusement composée des salles de bal le frappa avec la force d'une révélation sur quelle version était la performance et laquelle était la vérité. Il tenta de se rendre utile. Bien que ses efforts fussent maladroits et incertains, peu habitué à un travail qui exigeait des mains douces plutôt qu'une présence imposante, et il luttait pour plier le linge d'une manière qui satisfasse les normes exigeantes de la matrone, quand une agitation soudaine éclata près de la porte du jardin, un jeune garçon d'environ 7 ans, entrant en titubant, avec du sang coulant d'une entaille sur son front, étant tombé du mur du jardin dans quelque mésaventure, et tandis que les autres se figeaient d'alarme, Eleanor se déplaça avec une compétence rapide qui témoignait de l'expérience plutôt que de la théorie, prenant l'enfant effrayé dans ses bras avec des mots apaisants, appliquant une pression sur la blessure avec un chiffon propre, sa voix stable et chaleureuse, alors qu'elle lui promettait qu'il irait bien, qu'elle ne le quitterait pas, que le courage signifiait parfois laisser les autres nous aider lorsque nous sommes blessés. Le duc observa cette scène depuis sa position à l'autre bout de la pièce, observa la façon dont elle tenait le garçon avec une telle tendresse, la façon dont elle faisait face à sa peur avec une assurance calme, la façon dont elle traitait cet enfant orphelin avec la même dignité qu'elle accorderait à un prince, et quelque chose de fondamental changea dans sa compréhension de ce que la noblesse signifiait vraiment. Car voici une femme qui n'avait besoin ni de titre ni de position pour commander le respect, dont la valeur ne résidait pas dans les lignées ou les accomplissements, mais dans l'acte simple et profond de voir la souffrance d'un autre être humain et d'y répondre avec compétence et compassion. Et il réalisa, avec une clarté soudaine, que tout ce qu'on lui avait appris à valoriser, les manières parfaites, l'apparence impeccable, le contrôle inattaquable, étaient des performances creuses comparées à cette grâce authentique, cette volonté d'être présent dans le moment de besoin de quelqu'un d'autre, sans calcul ni souci, de la manière dont cela pourrait se refléter sur sa propre importance. Le tournant se produisit un après-midi de décembre, lorsque l'air avait cette qualité particulière de la lumière hivernale, qui fait paraître toute chose à la fois cristalline et fragile, et le duc d'Ashworth demanda à Eleanor si elle consentirait à se promener avec lui à Hyde Park, sa formalité dissimulant à peine une incertitude qui aurait été impensable quelques mois auparavant, et elle accepta avec une grâce tranquille qui suggérait qu'elle sentait que ce n'était pas une autre de leurs rencontres fortuites, mais quelque chose de plus délibéré, de plus chargé d'intention et de risque. Ils marchèrent d'abord en silence le long de la Serpentine, leur souffle formant des nuages dans l'air froid, et quand il parla enfin, sa voix portait une crudité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, alors qu'il disait « Mon père m'a appris que l'émotion était une faiblesse
mademoiselle Hartley, que la valeur d'un gentleman résidait dans son contrôle absolu sur lui-même et ses circonstances, que ressentir profondément, c'était inviter le chaos dans le monde ordonné qu'il avait construit. Et j'ai absorbé ces leçons si profondément que je me suis convaincu qu'elles étaient la vérité, plutôt que sa propre peur, vêtue des habits de la sagesse. Elle se tourna pour le regarder alors, cet homme qui avait toujours semblé sculpté dans le marbre, révélant maintenant la chair vivante en dessous, et elle dit doucement « Et que croyez-vous maintenant ?» Il resta silencieux un long moment, regardant l'eau grise du lac refléter le ciel gris au-dessus, puis il dit « Je crois que j'ai passé ma vie entière à construire une forteresse autour de moi et à appeler cela de la force, alors qu'en vérité, c'était la plus profonde lâcheté, la peur d'être connu et jugé insuffisant. Et vous l'avez vu immédiatement. Vous avez vu que je vous offrais une prison de perfection, alors que ce que vous méritiez était la réalité désordonnée. Difficile et magnifique d'être vraiment vu. L'honnêteté de ces paroles la frappa comme un objet physique, car elle avait passé tant d'années à regarder les hommes feindre la vertu tout en dissimulant leur véritable moi. Et voici que cet impossible et arrogant duc lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, une vulnérabilité authentique, le courage d'admettre qu'il avait eu tort, la volonté d'être transformé par cette admission. « J'ai mes propres peurs, votre grâce, » dit-elle doucement, et dans sa voix, il entendit l'écho de sa propre confession, le risque de dire la vérité à voix haute. Je craignais de devenir invisible dans la vie parfaite de quelqu'un d'autre, de ne devenir rien de plus que le reflet des exigences d'un autre, de me perdre si complètement que je ne me souviendrais même plus de qui j'avais été auparavant, et cette peur était plus grande que tout désir de sécurité, de position ou de toutes les choses que l'on apprend aux jeunes femmes à valoriser par-dessus elles-mêmes. Ils avaient atteint un banc sous un chêne dénudé, et ils s'assirent sans discussion, attirés par le même besoin d'immobilité pour contenir ce moment de révélation mutuelle, et il dit, tentant la légèreté, mais atteignant quelque chose de plus authentique. Je soupçonne que je me suis passablement ridiculisé ces derniers mois, à vous poursuivre à travers Londres comme un chiot énamouré, alors que j'étais censé être un duc inconquérable. Et à son étonnement et son profond soulagement, Eleanor rit. Non pas le gloussement poli d'une conversation de salon, mais un vrai rire, chaleureux et sans retenue, qui transforma son visage en quelque chose de radieux, et il se surprit à rire avec elle de l'absurdité de tout cela, de la distance qu'il avait parcourue depuis ce moment de certitude arrogante dans la salle de bal, jusqu'à ce banc en hiver, où rien n'était certain, sauf l'étrange et terrifiant espoir qu'ils commençaient peut-être à se comprendre. Au milieu de leur rire partagé, il fit un geste pour souligner un point d'autodérision, et sa main se déplaça sur le banc juste au moment où la sienne faisait de même, et pendant le plus bref des instants, leurs doigts se touchèrent, le contact électrique et significatif malgré les couches de gants entre eux, et tous deux se figèrent, une conscience crépitant dans l'air froid comme de l'électricité statique. Avant de retirer simultanément leurs mains, avec un soin qui suggérait qu'ils comprenaient tous deux le danger et la promesse de cette intimité accidentelle, et bien que ni l'un ni l'autre ne reconnût ce qui s'était passé entre eux, Éléanore sentit son cœur battre plus vite, et sut avec une clarté soudaine que les murs qu'elle avait construits autour d'elle n'étaient plus tout à fait aussi impénétrables qu'elle l'avait cru, tandis que le duc reconnaissait avec une certitude égale qu'il n'observait plus cette femme à distance de sécurité, mais avait, d'une manière ou d'une autre, sans tout à fait réaliser quand ou comment, permis qu'elle compte pour lui, d'une manière qui le laissait exposé, incertain et étrangement, incroyablement vivant. La crise arriva avec Lady Catherine Thornbury, la redoutable tante du duc venue du Derbyshire, qui déferla sur Londres comme une tempête d'hiver 3 jours après la promenade à Hyde Park
ayant appris par le réseau complexe des ragots familiaux que son neveu se donnait en spectacle en poursuivant une femme qui l'avait publiquement refusé, et elle arriva à la soirée musicale de Lady Pemberton dans le but exprès de mettre fin à ce qu'elle qualifiait de déploiement indécent de faiblesse. Sa silhouette imposante drapée de soie noire, bien qu'elle fût veuve depuis 15 ans, son visage figé dans des lignes de désapprobation permanente qui suggéraient qu'elle trouvait le monde entier insuffisant et était déterminée à le corriger par la seule force de sa réprobation. Eleanor la vit entrer et sentit un frisson prémonitoire, car voici tout ce qu'elle avait craint en se mariant dans la famille Ashworth. Manifester en une seule personne la certitude absolue de la supériorité, la conviction que l'importance comptait plus que le caractère, la volonté d'écraser tout ce qui menaçait la position exaltée de la famille, et lorsque les yeux froids de Lady Catherine se fixèrent sur elle avec une évaluation qui la jugea insuffisante avant même qu'un seul mot ne soit échangé, Éléanore comprit que la fragile entente qu'elle et le duc avaient commencé à construire était sur le point d'être mise à l'épreuve de manière que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Le duc vit l'arrivée de sa tante avec une terreur sourde née d'une longue expérience de sa tyrannie particulière, et il se déplaça pour l'intercepter avant qu'elle ne puisse atteindre Eleanor. Mais Lady Catherine n'était pas une femme facilement détournée de son but, et elle traversa les invités assemblés avec l'efficacité impitoyable de quelqu'un habitué à ce que les autres lui cèdent le passage, arrivant aux côtés d'Éléanore juste au moment où la performance musicale se terminait et disant d'une voix conçue pour porter « Vous êtes donc la jeune femme qui se croit trop bien pour mon neveu, celle qui a refusé une offre que toute fille sensée aurait acceptée avec gratitude, et maintenant vous le menez par le bout du nez à travers Londres comme un chien savant, utilisant son engouement pour élever votre propre importance, tout en nuisant à sa réputation à chaque apparition publique. » La pièce devint silencieuse, avec cette qualité particulière de choc collectif, lorsque la société est témoin d'une attaque directe, et Eleanor resta figée, le visage pâle, mais son sang-froid intact. Et le duc sentit quelque chose bouger en lui comme une plaque tectonique trouvant un nouvel alignement, car voici le moment qui comptait plus que toute déclaration ou geste, le choix entre le chemin confortable de la loyauté familiale et des vieux schémas, ou la vulnérabilité terrifiante de défendre ce qui était juste, quel qu'en soit le coût. Il s'avança et dit d'une voix qui portait tout le poids de son titre, mais aussi quelque chose de nouveau, une conviction sincère, plutôt qu'une simple autorité. « Tante Catherine, vous allez présenter vos excuses à mademoiselle Hartley immédiatement, car vous avez insulté non seulement une femme au caractère impeccable, mais aussi mon propre jugement, qui, je vous l'assure, est tout à fait sain malgré vos doutes apparents. Et si vous ne pouvez pas vous conduire avec la courtoisie que tout invité dans cette maison mérite, quel que soit son rang ou son histoire avec notre famille, alors je dois vous demander de vous retirer. » Le visage de Lady Catherine se raidit sous le choc, car son neveu ne l'avait jamais contredit en public, ayant toujours maintenu le front uni de la famille, quels que soient les désaccords privés, et elle dit avec une fureur glaciale « Tu prendrais son parti contre ton propre sang, contre la famille qui t'a tout donné, pour une femme qui t'a publiquement humilié ?» Et le duc, sentant les yeux d'Éléanore sur lui, sentant le poids de mois de transformation, de croissance et d'auto-examen douloureux, dit doucement mais fermement « Elle a refusé un arrangement qui aurait été un mauvais service pour nous deux, et cela a nécessité un courage que je ne possédais pas à l'époque. Et oui, je choisis de me tenir aux côtés de quelqu'un qui valorise la vérité plutôt que la commodité, même si cela signifie décevoir des membres de la famille que j'ai longtemps respectés, mais que je ne peux plus laisser dicter ma conduite ou les personnes que je tiens en estime. » Eleanor assista à cette scène avec une sorte d'émerveillement,
car voici le duc qu'elle avait entrevu par moments, mais jamais vu pleinement réalisé. Un homme prêt à risquer tout ce qu'on lui avait appris à valoriser pour ce qui était véritablement juste, la défendant non pas avec le calcul froid des manœuvres politiques, mais avec l'honnêteté brute de quelqu'un choisissant l'intégrité plutôt que le confort. Et à ce moment-là, elle sentit les derniers vestiges de sa réserve, soigneusement maintenus, commencer à se fissurer comme la glace au printemps, le dégel à la fois terrifiant et inévitable, alors qu'elle reconnaissait que cette transformation n'était pas une performance, mais un changement authentique, durement acquis et imparfait, et donc infiniment plus précieux que toute perfection facile n'aurait jamais pu l'être. Lady Catherine quitta la soirée musicale de Lady Pemberton dans une fureur de soie noire bruissante et d'orgueil blessé, sa sortie marquée par le claquement sec de sa canne contre le sol de marbre, et dans le silence tremblant qui suivit son départ, le duc se tint très immobile, son cœur battant la chamade sous son habit de soirée parfaitement taillé, se demandant avec une peur sincère si sa défense d'Éléonore l'avait protégé, ou si elle n'avait fait que peindre une cible plus grande sur son dos, car la société pouvait être cruelle envers ceux qui perturbaient ses hiérarchies établies. Et il venait de déclarer publiquement que cette femme comptait plus pour lui que l'approbation familiale, plus que le maintien prudent de l'importance qui avait gouverné toute sa vie jusqu'à ce qu'elle le refuse et mette en marche cette terrible et merveilleuse transformation. Éléonore s'approcha de lui doucement, consciente des nombreux yeux encore fixés sur eux, et elle dit d'une voix destinée à lui seul: « Merci, votre grâce, car c'était la chose la plus courageuse que j'ai vue depuis très longtemps, et je sais ce que cela vous a coûté. » Et il la regarda avec quelque chose de brut et de non dissimulé dans ses yeux gris, en répondant: « Je crains seulement d'avoir rendu votre situation plus difficile, car ma tante n'est pas une femme qui pardonne les affronts perçus, et elle a une influence considérable dans certains cercles. » Mais Éléonore secoua légèrement la tête et dit: « Vous avez choisi ce qui était juste plutôt que ce qui était facile, et cela vaut toutes les conséquences qui pourraient suivre. » La soirée se poursuivit avec une qualité étrange et exacerbée, les conversations reprenant, mais avec un courant sous-jacent de spéculation et de réévaluation, et le duc se trouva moins préoccupé par la gestion de la perception de la société que par la présence tranquille d'Éléonore à ses côtés alors qu'il parlait avec d'autres invités. Et lorsque le neveu de Lady Pemberton mentionna une nouvelle exposition d'instruments scientifiques à la Royal Society, les yeux d'Éléonore s'illuminèrent d'un intérêt sincère, et le duc se surprit à écouter vraiment alors qu'elle parlait de sa fascination pour l'astronomie et de la manière dont les étoiles suggéraient à la fois l'ordre et une possibilité infinie, ces mots peignant des images d'émerveillement qu'il ne s'était jamais permis de contempler dans sa vision rigide du monde où chaque chose avait sa place et où la déviation était une faiblesse. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir dans la nuit de décembre, le duc remarqua qu'Éléonore cherchait quelque chose dans son réticule, puis s'arrêtait avec un petit bruit de consternation, et avant qu'il ne puisse demander ce qui n'allait pas, elle dit: « Il semble que j'ai fait tomber mon mouchoir quelque part, quelle négligence de ma part !» Et il commença immédiatement à chercher dans les environs où il s'était tenu, trouvant le délicat carré de lin brodé sous une chaise, et alors qu'il le ramassait et le plaçait dans sa main tendue, leurs doigts se touchèrent sans la barrière des gants cette fois, peau contre peau, pour juste un battement de cœur, et le contact envoya un courant de conscience à travers eux deux, qui était impossible à ignorer ou à feindre. Le souffle d'Éléonore se coupant légèrement, alors que les doigts du duc s'attardaient une fraction de seconde de plus que nécessaire avant de se retirer, tous deux parfaitement conscients que quelque chose avait changé entre eux, que la distance prudente qu'ils avaient maintenue devenait de plus en plus difficile à soutenir face à cette attraction croissante l'un pour l'autre. Ils restèrent ensemble dans la foule qui s'éclaircissait,
aucun ne voulant vraiment être le premier à s'éloigner, et le duc se surprit à demander « Que feriez-vous, mademoiselle Hartley, si vous aviez une liberté totale de poursuivre vos rêves sans vous soucier des attentes de la société ou des limitations pratiques ?» Et Eleanor le regarda avec surprise et quelque chose comme de l'espoir en répondant « J'ouvrirais une école pour filles, pas seulement les filles de gentlemen, mais toutes filles qui souhaiteraient apprendre, leur enseignant non seulement les arts d'agrément pour attirer des maris, mais de vraies connaissances, les mathématiques, la philosophie, la littérature et la science, leur donnant les outils pour penser par elles-mêmes et façonner leur propre destin plutôt que d'accepter simplement les chemins tracés pour elles, et au lieu du dédain ou de l'amusement condescendant qu'elle avait appris à attendre en partageant ce rêve, le duc posa des questions réfléchies sur le programme, le financement et l'emplacement, s'engageant vraiment dans sa vision, comme s'il ne s'agissait pas simplement d'une fantaisie féminine stupide, mais d'une entreprise sérieuse, digne d'une considération sérieuse. Et Eleanor sentit quelque chose s'effondrer en elle, un autre morceau du mur protecteur qu'elle avait construit autour de son cœur cédant devant la tentative patiente, imparfaite et totalement sincère de cet homme de la voir non pas comme un ornement ou un devoir, mais comme une personne à part entière avec des pensées et des rêves qui contiennent. L'automne arriva à Londres avec sa beauté mélancolique particulière, les feuilles devenant dorées et cramoisies dans les parcs, l'air portant cette promesse vive de changement qui faisait penser à Eleanor aux fins et aux débuts entrelacés. Et dans les mois qui suivirent le départ spectaculaire de Lady Catherine et la défense publique du duc, quelque chose avait changé entre eux pour devenir un schéma qui semblait à la fois confortable et précaire, une véritable amitié bâtie sur une conversation honnête et un respect mutuel, bien qu'Eleanor restât prudente quant à laisser ses sentiments s'approfondir au-delà des limites soigneusement établies, se disant que l'amitié avec cet homme transformé était suffisante, qu'elle ne devait pas confondre la gratitude pour son évolution avec quelque chose de plus profond et de plus dangereux pour son cœur soigneusement gardé. Le duc s'était en effet transformé, mais pas complètement, car la transformation n'est jamais un chemin droit, mais plutôt un voyage sinueux avec des moments de régression et de lutte. Et Eleanor fut témoin de ses progrès et de ses difficultés avec une égale clarté. La façon dont il revenait encore parfois à des déclarations avant de se reprendre et de poser des questions à la place, la tension dans ses épaules lorsque les situations l'obligeaient à montrer de la vulnérabilité devant les autres, l'éclair occasionnel de son ancienne arrogance qu'il reconnaissait et pour laquelle il s'excusait avec une honnêteté qui était en soi une preuve de changement. Et elle se trouva charmée par son imperfection d'une manière que son contrôle impeccable d'antan n'avait jamais réussi, car il y avait quelque chose de profondément humain à regarder quelqu'un lutter pour devenir meilleur et choisir de continuer à essayer malgré la difficulté. Ils avaient pris un rythme d'engagement régulier, toujours correctement chaperonné, mais de plus en plus intime dans leurs conversations. Et lorsque le duc suggéra d'aller au théâtre ensemble pour voir une nouvelle production d'une pièce sur des amants maudits qui se trouvaient malgré les machinations du destin et de la famille, Eleanor accepta avec un mélange d'anticipation et d'appréhension, car elle avait commencé à remarquer que ses propres sentiments devenaient plus difficiles à contenir, qu'elle attendait leur rencontre avec une impatience qui allait au-delà de la simple amitié, qu'elle se surprenait à penser à lui à des moments inattendus et à se demander ce qu'il dirait de quelque chose qu'elle avait lu ou observé. Et cet attachement grandissant l'effrayait, même s'il l'attirait inexorablement vers l'avant. Le soir de la représentation arriva avec une douce pluie qui faisait briller les rues éclairées au gaz comme de la pierre polie, et Eleanor s'assit à côté du duc dans sa loge au théâtre, parfaitement consciente de sa présence dans l'obscurité intime, tandis que la pièce se déroulait sur la scène en contrebas. L'histoire de deux personnes qui devaient perdre tout ce qu'elles pensaient vouloir pour trouver ce dont elles avaient vraiment besoin,
Et alors que la performance atteignait son apogée émotionnel, une scène où le héros admettait enfin son amour, tout en sachant que cela pourrait lui coûter tout ce qu'on lui avait appris à valoriser, Éléanore jeta un coup d'œil au duc et vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Des larmes, rapidement clignées, mais indubitablement présentes, glissant sur son visage composé à la lumière vacillante de la scène, et il se tourna légèrement, croisant son regard, et pendant un instant ne fit aucune tentative pour cacher son émotion avant que de vieilles habitudes ne reprennent le dessus et qu'il ne détourne les yeux, s'essuyant discrètement les yeux avec son mouchoir. Mais le mal était fait, ou peut-être la guérison, car Éléanore avait vu derrière les derniers vestiges de son contrôle prudent l'homme en dessous, quelqu'un capable d'être ému par la beauté, le sacrifice et l'amour. Quelqu'un qui ressentait profondément, malgré des années d'entraînement, à réprimer de si dangereuses vulnérabilités. Et à ce moment-là, elle sentit ses propres murs soigneusement entretenus commencer à vraiment s'effondrer, la reconnaissance la submergeant comme une vague, réalisant qu'elle combattait la vérité depuis des mois maintenant, qu'elle tombait amoureuse non pas de qui le duc avait été, ou même simplement de qui il était maintenant, mais du courage qu'il fallait pour changer, de l'homme qui était encore en train de devenir lui-même, apprenant encore à plier sans se rompre, et la prise de conscience était à la fois terrifiante et inévitable, comme se tenir au bord d'un précipice et savoir que le seul moyen d'avancer était de sauter et de faire confiance que quelque chose la rattraperait, bien qu'elle ne sût pas encore si ce quelque chose serait ses bras ou le sol dur de la déception. Le duc était assis seul dans son bureau, 3 nuits après la représentation théâtrale, le feu brûlant bas dans l'âtre et projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres, et il fixait le verre de brandy dans sa main sans le voir, son esprit consumé par une vérité qu'il ne pouvait plus nier, rationaliser ou enjoliver avec un langage plus acceptable, car le simple fait était qu'il était tombé amoureux d'Eleanor Hartley, non pas de la jeune femme posée qu'il avait choisie comme duchesse convenable tous ces mois auparavant, non pas d'une vision idéalisée de ce qu'elle pourrait être ou de ce qu'elle représentait, mais de son véritable moi, avec son esprit vif, son courage doux, son rire tranquille et la façon dont elle regardait le monde avec une honnêteté si lucide que cela lui donnait envie d'être meilleur qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir l'être, et cette prise de conscience le terrifiait plus que tout ce qu'il avait affronté dans sa vie soigneusement contrôlée, car l'amour exigeait une reddition d'une manière que même sa récente transformation n'avait pas entièrement exigée. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin sombre où le givre commençait à argenter les branches nues, et il sentit le vieil instinct monter en lui de se retirer, de reconstruire ses murs, de se protéger de cette dangereuse vulnérabilité en retournant à la certitude froide qui l'avait gouverné si longtemps, se disant que l'amitié était suffisante, qu'il n'avait pas besoin de risquer cette terrible exposition de son cœur alors qu'Éléanore n'avait donné aucune indication claire qu'elle ressentait autre chose qu'une considération polie pour l'homme qu'il devenait, et ce serait sûrement de la folie d'avouer ses sentiments et de faire face à la possibilité de son rejet doux mais ferme, car si son refus avait blessé son orgueil auparavant, un autre rejet maintenant dévasterait quelque chose de bien plus profond et essentiel que la simple conséquence. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées tourbillonnantes, et son valet, Patterson, entra avec la correspondance du soir et un air d'inquiétude qui suggérait qu'il avait été témoin de trop de ces veillées nocturnes, car Patterson était avec le duc depuis sa jeunesse et avait observé tout l'arc de la transformation de son maître avec la sagesse tranquille d'un homme qui comprenait que le vrai service signifiait parfois dire des vérités inconfortables, et après avoir posé le plateau d'argent, il dit avec une délibération prudente : « Votre grâce, si je puis me permettre, je vous ai vu ces derniers mois devenir plus vous-même que je ne vous ai jamais vu, et pourtant ce soir vous semblez déterminé à vous retirer dans la forteresse que vous avez travaillé si dur à quitter. »
et le duc se détourna de la fenêtre avec un éclair de son ancienne manière impérieuse avant de se reprendre et de demander à la place. « Que voudriez-vous que je fasse, Patterson, quand le risque de l'honnêteté semble plus grand que je ne sais le supporter ?» Et le vieux valet sourit légèrement et dit « Certaines batailles, votre grâce, se gagnent par la reddition, et la plus grande victoire se trouve parfois en déposant les armes et en confiant à un autre la vérité de son cœur, car qu'est-ce que la vie sans un tel risque, sinon une simple existence? Et vous avez passé trop de temps à simplement exister, alors que vous pourriez vraiment vivre. » Les mots se posèrent sur le duc comme une bénédiction et un défi, et il resta là, dans le bureau éclairé par le feu, sentant le poids de son choix devant lui, sachant que Patterson avait raison, qu'il était allé trop loin pour faire demi-tour maintenant, que l'homme qu'il devenait ne pouvait pas construire une vie sur la lâcheté et l'autoprotection, alors qu'Eleanor lui avait montré à quoi ressemblait le vrai courage. Et il prit donc sa décision avec un mélange de terreur et de détermination, sachant que demain il parlerait à Eleanor avec une honnêteté totale, lui dirait qu'il l'aimait avec une profondeur qui l'effrayait et l'exaltait à la fois, risquerait tout sur le mince espoir qu'elle pourrait ressentir, ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il ressentait, et si elle le refusait à nouveau, au moins cette fois ce serait un vrai rejet de son moi authentique plutôt que le juste renvoi de sa présomption arrogante. Et il y avait une paix étrange dans cette pensée, même si son cœur battait la chamade en prévision de la confession à venir. Le duc envoya une note à Eleanor le lendemain matin, lui demandant de le rencontrer dans le jardin d'hiver de sa demeure cet après-midi-là, un choix délibéré dans son intimité et son poids symbolique. Car le sanctuaire vitré avait été l'endroit préféré de sa mère avant sa mort, un lieu où il invitait rarement quiconque, et tandis qu'il attendait parmi les camélias, touchés par le gel et le jasmin d'hiver, regardant les premiers flocons délicats commencer à tomber contre les vitres au-dessus de sa tête, il se trouva plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une négociation commerciale, un débat parlementaire ou un engagement social, ses mains tremblant même légèrement, alors qu'il ajustait sa cravate pour la 3e fois, et essayait de répéter ce qu'il dirait, bien que chaque phrase préparée semblât inadéquate face à l'énormité de ce qu'il devait avouer. Et quand Eleanor arriva, enveloppée dans une pelisse bleu profond, avec des flocons de neige pris comme des diamants dans ses cheveux sombres, il sentit ses paroles soigneusement préparées se dissoudre entièrement à la vue de sa grâce tranquille et de la question dans ses yeux, qui contenaient à la fois chaleur et méfiance en égale mesure. Ils se firent face au milieu des fleurs d'hiver, la neige tombant plus régulièrement maintenant et créant un cocon de silence blanc autour de la serre. Et le duc se surprit à bégayer comme un jeune premier à sa première assemblée, plutôt qu'un homme de 30 ans qui avait commandé des pièces et plié la société à sa volonté, disant « Mademoiselle Hartley, Eleanor, je vous ai demandé de venir ici parce que je dois vous dire quelque chose, et je constate que je ne peux le faire avec aucune de l'éloquence que j'avais espéré rassembler, car vous avez assez bien détruit ma capacité à parler en phrases polies et en constructions soignées. Ce qui est peut-être approprié, étant donné que vous avez détruit tant d'autres certitudes que je tenais autrefois. » Et il vit une lueur traverser son visage qui aurait pu être de l'amusement ou de la tendresse, ou les deux, avant de continuer, poussé par la connaissance que la retraite n'était plus possible, même si sa voix tremblait de la vulnérabilité de ce qu'il était sur le point de révéler. Il lui dit alors, avec hésitation et imperfection, qu'il l'aimait d'une profondeur qui l'effrayait, qu'il en était venu à comprendre que sa première proposition avait été un acte d'arrogance suprême, ne lui offrant rien de réel tout en exigeant tout, et qu'il se tenait maintenant devant elle avec rien à offrir que son véritable moi, imparfait. Toujours en apprentissage et espérant désespérément
qu'elle pourrait voir quelque chose digne d'intérêt dans l'homme qu'il devenait plutôt que la façade parfaite qu'il avait autrefois présentée, et il admit qu'il ne savait pas si elle pourrait jamais ressentir pour lui ce qu'il ressentait pour elle, qu'il comprenait qu'elle avait toutes les raisons de garder son cœur contre quelqu'un qui avait été si certain de son droit de la réclamer sans mériter ce privilège, mais qu'il devait demander, devait savoir s'il y avait une possibilité, aussi petite soit-elle, qu'elle puisse envisager un véritable partenariat avec lui, un partenariat fondé sur le respect mutuel. Une affection sincère et le courage d'être vulnérables l'un envers l'autre de toutes les manières qui le terrifiaient, mais qu'il comprenait maintenant comme essentiel à tout ce qui était réel et durable. Eleanor resta très immobile pendant sa confession, ses yeux ne quittant jamais son visage, et il vit son expression passer par la surprise, quelque chose qui aurait pu être de la douleur, et enfin une douceur qui lui donna un fragile fil d'espoir avant qu'elle ne parle, sa voix calme mais ferme en disant « Votre grâce, Alexander, je suis ému par votre honnêteté, plus que vous ne pourriez l'imaginer, et je vois le courage qu'il a fallu pour prononcer de tels mots alors que vous avez passé votre vie à apprendre à cacher ce que vous ressentez. Mais je dois demander du temps pour réfléchir. Car ce n'est pas une petite chose que vous demandez, et j'ai besoin d'être certaine de mon propre cœur avant de pouvoir vous répondre, car je n'entrerai dans aucune entente fondée sur la gratitude pour votre transformation plutôt que sur un sentiment authentique. Et bien que ces mots ne fussent pas l'acceptation immédiate qu'il avait désespérément espérée, ils n'étaient pas non plus un rejet, et il se surprit à hocher la tête, la gorge serrée par l'émotion, en disant « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin, car je préférerais attendre toute une vie pour votre réponse honnête que de recevoir un oui immédiat donné pour toute autre raison que la certitude. » Et ils restèrent ensemble dans la neige qui tombait, tous deux vulnérables et incertains, mais ne se cachant plus derrière les masques qu'ils avaient portés lors de leur première rencontre, et quand Éléanor prit enfin congé, s'arrêtant pour toucher brièvement sa main de ses doigts gantés avant de partir, le duc resta dans le jardin d'hiver à regarder la neige s'accumuler sur le verre, sentant que quelle que soit sa réponse, il avait enfin fait la seule chose qu'il ne s'était jamais imaginé capable de faire. Il s'était rendu complètement, avait mis son cœur à nu sans aucune garantie de victoire, et il y avait une paix étrange dans cette terrible honnêteté, un sentiment que, quel que soit le résultat, il avait enfin appris ce que signifiait vraiment tout risquer pour quelque chose qui comptait plus que l'orgueil, la position ou le contrôle prudent qui l'avait gouverné si longtemps. Éléanor était assise dans le salon de la demeure de son père 3 jours après la confession du duc, sa broderie oubliée sur ses genoux, tandis qu'elle fixait la pluie d'hiver qui striait les fenêtres et essayait de démêler le nœud compliqué de sentiments qui l'avait tenue éveillée ces dernières nuits, car les paroles d'Alexander dans le jardin d'hiver l'avaient émue plus profondément qu'elle ne s'y attendait, sa vulnérabilité et son honnêteté imparfaite touchant quelque chose dans son cœur qu'elle avait soigneusement gardé depuis le jour où elle avait refusé sa première proposition froide. Et pourtant, elle avait peur de faire confiance à ce qu'elle ressentait, incertaine si son affection croissante était née d'un amour véritable ou simplement de la gratitude pour sa transformation, ou pire, d'un espoir trompeur qu'elle pourrait être l'exception prouvant que les gens peuvent vraiment changer, alors qu'elle en avait vu tant retourner à leur nature essentielle, une fois que l'effort initial de réforme s'était estompé. Son père la trouva là, dans la pénombre de l'après-midi, et s'installa dans le fauteuil en face d'elle, avec la douce sollicitude qui avait caractérisé ses soins depuis la mort de sa mère 5 ans plus tôt. Et sans préambule, il dit « Tu penses à la déclaration du duc, et tu te demandes si tu peux faire confiance à ce que ton cœur te dit. » Et Éléanor leva les yeux vers lui, des yeux qui semblaient trop brillants, et hocha la tête, disant « Papa, je l'ai vu changer ces derniers mois,
je l'ai vu lutter contre tout ce que son éducation lui a appris sur le pouvoir. Le contrôle et la distance appropriée qu'un homme de son rang devrait maintenir, et je crois que sa transformation est réelle. Mais comment puis-je être certaine qu'elle durera? Comment puis-je savoir que dans 5 ans ou 10, il ne retournera pas à la certitude froide qui le gouvernait auparavant, me laissant piéger exactement dans l'arrangement que j'ai refusé la première fois? Et son père resta silencieux un long moment avant de répondre. Ma chère fille, il n'y a pas de certitude en matière de cœur, et quiconque prétend le contraire est soit un sot, soit un menteur. Mais je vais te dire ce que j'ai observé au cours de mes années, c'est que le vrai changement se reconnaît non pas à sa perfection, mais à sa persistance, non pas à l'absence de lutte, mais à la volonté de continuer à lutter, même quand il serait plus facile de se rendre au vieux schéma. Et ce duc qui est le tien, il se bat contre lui-même tous les jours. Je l'ai vu dans ses yeux quand son orgueil se lève, et qu'il doit consciemment choisir l'humilité. Et ce choix, fait encore et encore, vaut plus que toute grâce facile ne pourrait jamais l'être. Eleanor sentit des larmes couler sur ses joues aux mots de son père, reconnaissant la vérité en eux, même si sa peur persistait, et elle passa le lendemain à se promener dans la ville qu'elle aimait, retraçant le chemin de sa connaissance avec Alexander et se souvenant des petits moments qui avaient marqué son assouplissement progressif, la façon dont ses yeux s'étaient adoucis quand elle parlait de ses rêves, l'intérêt sincère qu'il avait montré pour ses pensées plutôt que d'attendre simplement son tour pour prononcer un jugement, l'attention prudente qu'il portait à son confort et à ses préférences comme si elles comptaient autant que les siennes, et elle se retrouva enfin dans la librairie où ils avaient eu leur première vraie conversation, ce sanctuaire poussiéreux qui sentait le cuir, le papier et la possibilité, et alors qu'elle parcourait la section de philosophie, où il avait acheté le volume sur l'humilité tous ces mois auparavant, ses doigts rencontrèrent un mince livre qui semblait légèrement déplacé, et quand elle le sortit de l'étagère, un papier plié tomba d'entre ses pages, son nom écrit dessus de la main précise d'Alexander. Elle ouvrit la note avec des doigts tremblants et lut des mots qui devaient avoir été écrits des semaines auparavant, peut-être même avant la représentation théâtrale qui avait amorcé le dernier changement dans son propre cœur gardé, et il avait écrit simplement mais de manière dévastatrice. « Eleanor, je laisse ceci ici, en sachant que vous ne le trouverez peut-être jamais, mais ayant besoin de vous dire, même de cette manière lâche et cachée, que vous êtes devenue la mesure à laquelle je juge ma propre valeur, la voix dans ma tête qui me demande si je suis la meilleure version de moi-même ou simplement la plus confortable, et je ne sais pas si je serai un jour assez courageux pour vous dire que je vous aime, mais si je ne le suis pas, au moins ces mots existeront quelque part dans le monde comme témoignage que vous m'avez changé, d'une manière que je ne savais pas que j'avais besoin d'être changé. » Et Éléanore resta là, dans la librairie silencieuse, des larmes coulant sur son visage, serrant cette preuve de vulnérabilité qu'il avait montrée même quand il pensait que personne ne serait témoin. Et elle sut alors, avec une certitude absolue, que sa réponse serait oui, qu'elle aimait non seulement qui il était devenu, mais qui ils pourraient devenir ensemble, deux personnes imparfaites assez courageuses pour tout risquer sur l'espoir terrifiant que l'amour pourrait valoir la reddition de la sécurité. Éléanore envoya la note à Alexander le matin, après avoir trouvé sa lettre cachée dans la librairie, lui demandant de la rencontrer au musée où il s'était un jour tenu devant un tableau de la Renaissance pour discuter de la nature de la beauté et de la vulnérabilité, et elle choisit cet endroit avec un symbolisme délibéré, se souvenant comment il avait lutté alors pour comprendre son affirmation que la perfection était moins convaincante que l'imperfection honnête. Et tandis qu'elle attendait dans la galerie consacrée aux maîtres hollandais, avec leurs scènes d'intimité domestique et leur attention minutieuse à la lumière ordinaire, elle répéta ce qu'elle voulait dire pendant que son cœur battait un rythme anxieux contre ses côtes,
car ce n'était pas une petite chose qu'elle s'apprêtait à offrir. Pas un choix sûr, mais plutôt un saut dans l'incertitude, avec un homme qui avait autrefois incarné tout ce qu'elle craignait, et qui représentait maintenant un espoir qui la terrifiait précisément parce qu'elle le désirait si désespérément. Alexander arriva exactement à l'heure convenue, et Éléanore vit immédiatement dans le contrôle prudent de son expression et la tension dans ses épaules qu'il essayait de cacher une anxiété profonde, qu'il avait passé ses jours de son silence à se convaincre que sa réponse serait non, et à se préparer à accepter ce rejet avec toute la grâce qu'il pourrait rassembler, et la vue de sa vulnérabilité, si durement acquise et si soigneusement dissimulée derrière les restes de son port ducal, fit mal à son cœur de tendresse, même si cela renforçait sa résolution. Car elle comprenait maintenant qu'aimer signifiait être témoin de ses luttes, ainsi que de ses victoires, accepter que la transformation n'était pas une destination, mais un voyage continu qui exigerait patience et foi de leur part à tous les deux. Elle le conduisit devant un Vermeer, une petite peinture d'une femme lisant une lettre près d'une fenêtre, la lumière tombant sur son visage absorbé avec une vérité si douce qu'elle semblait capturer l'essence même de l'émotion privée rendue visible, et Éléanore dit doucement « J'ai trouvé votre note hier, celle que vous avez laissée dans la librairie il y a des semaines, et je la porte avec moi depuis, lisant vos mots encore et encore, parce qu'ils m'ont montré quelque chose que j'avais besoin de voir. » Et elle vit ses yeux s'écarquiller de reconnaissance et de ce qui aurait pu être de l'embarras avant de continuer. « Alexander, j'ai passé ces jours depuis votre confession dans le jardin d'hiver à examiner mon propre cœur avec autant d'honnêteté que je pouvais le supporter, me demandant si ce que je ressens pour vous est réel ou simplement le romantisme de voir quelqu'un changer. Et j'ai réalisé que ma peur de vous faire confiance concernait moins le doute sur votre transformation que ma propre terreur d'abandonner la sécurité que j'ai construite autour de mon cœur, car vous aimer signifie tout risquer sur la conviction que deux personnes imparfaites peuvent construire quelque chose de vrai ensemble. Elle le vit prendre une inspiration brusque, l'espoir et la peur se livrant bataille dans son expression alors qu'elle poursuivait. Sa voix stable malgré les larmes qui montaient à ses yeux. « Je n'aime pas qui vous étiez quand vous m'avez fait votre première demande avec une telle certitude froide, ni n'aime-je seulement qui vous êtes devenu en ces mois de lutte contre tout ce qu'on vous a appris sur le pouvoir et le contrôle, mais j'aime plutôt qui nous pourrions devenir ensemble, le partenariat que nous pourrions construire si nous sommes tous les deux assez courageux pour continuer à choisir la vulnérabilité plutôt que la sécurité, l'honnêteté plutôt que la perfection. Et je crois vraiment que vous valez ce risque, que nous valons ce risque. » Et avant qu'elle ne puisse en dire plus, Alexander combla la distance entre eux en deux pas rapides et prit ses mains dans les siennes. Sa prise presque trop forte et sa voix se brisant alors qu'il disait « Éléanore, je n'ai pas les mots adéquats pour ce que votre confiance signifie pour moi, pour le cadeau que vous m'offrez, alors que je sais que je vous ai donné toutes les raisons de garder votre cœur contre moi. » Et elle vit des larmes sur son visage qu'il ne fit aucune tentative de cacher. Cet homme qui avait autrefois traité l'émotion comme une faiblesse, se tenant maintenant dans une galerie publique, laissant sa joie et son soulagement paraître clairement, et elle se surprit à rire même en pleurant, disant « Alors peut-être n'avons-nous plus besoin de mots pour l'instant. » Et quand il l'embrassa, c'était tendre, hésitant et totalement réel, ses mains berçant son visage, avec une douceur qui parlait de révérence et d'émerveillement. Et Éléanore sentit quelque chose dans sa poitrine se déployer comme une fleur enfin touchée par le soleil après un long hiver, les dernières de ses défenses prudentes se dissolvant dans la chaleur de cet amour imparfait, honnête et durement acquis. Alexander rendit visite au père d'Éléanore l'après-midi suivant avec une formalité qui dissimulait à peine sa nervosité,
et lorsque M. Hartley le reçut dans la bibliothèque avec son odeur de vieux cuir et de tabac à pipe, le duc se retrouva momentanément ramené au protocole prudent de son éducation, avant de se souvenir que ce n'était pas une transaction commerciale, mais plutôt la demande la plus importante qu'il ferait jamais. Et il mit donc de côté le discours préparé qu'il avait répété, et parla plutôt depuis le territoire incertain de son cœur, disant « Monsieur Hartley, je viens vous demander la permission d'épouser votre fille, et je sais que je n'ai aucun droit d'attendre votre bénédiction, étant donné la piètre manière dont je me suis conduit lorsque j'ai demandé la main d'Éléanore pour la première fois, mais j'espère que vous avez vu ces derniers mois que je ne suis plus l'homme qui croyait qu'un titre et une fortune étaient des motifs suffisants pour le mariage, et je veux que vous sachiez que j'aime Éléanore d'une profondeur qui me terrifie précisément parce qu'elle compte si profondément, et je vous jure que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne du cadeau qu'elle m'offre dans sa confiance. Monsieur Hartley le regarda avec la même douce sagesse dont Éléanore avait hérité, et dit simplement « Votre grâce, j'ai en effet d'observer votre transformation, et plus importante encore, j'ai vu ma fille revivre d'une manière que je n'avais pas vue depuis la mort de sa mère, car Éléanore a toujours été quelqu'un qui avait besoin d'un partenaire capable d'égaler sa force plutôt que de la diminuer, et je crois que vous avez appris à faire exactement cela. Alors oui, vous avez ma bénédiction et mon espoir que vous continuerez à choisir la croissance plutôt que le confort pour tous vos jours ensemble. » Alexander sentit un soulagement le traverser si puissamment que ses mains tremblèrent légèrement en serrant la main de M. Hartley. Et puis Éléanore était là, dans l'embrasure de la porte où elle avait attendu avec sa jeune sœur, ses yeux brillants d'anticipation et peut-être de la plus légère trace de malice, et Alexander traversa la pièce vers elle, le cœur dans la gorge, et prit ses mains dans les siennes, disant « Éléanore, je vous ai demandé une fois auparavant d'être ma duchesse, et je l'ai faite avec arrogance, certitude et absolument aucune compréhension de ce que je demandais vraiment. Mais aujourd'hui, je vous le demande à nouveau, en pleine connaissance de ma propre inadéquation, et avec une profonde gratitude pour votre volonté de voir au-delà de qui j'étais, pour voir qui je pourrais devenir. Et je vous demande non pas d'accepter une position, mais d'entrer dans un partenariat. Non pas d'honorer ma maison, mais de partager ma vie, avec toutes ses luttes et ses imperfections. Et je vous promets que j'écouterai quand vous parlerez, que je valoriserai vos rêves comme étant égaux aux miens, que je me tiendrai à vos côtés plutôt que d'attendre que vous marchiez derrière, et que je vous aimerai non pas pour votre lignée, votre beauté ou votre grâce tranquille, mais pour l'honnêteté farouche et le courage qui m'ont d'abord poussé à examiner mes propres manquements. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une bague, et Éléanore vit immédiatement que ce n'était pas l'imposant héritage des Ashworth avec ses diamants ostentatoires qui aurait été attendu pour une duchesse, mais plutôt un délicat anneau d'or serti de saphir de la couleur exacte de ses yeux, et Alexander dit avec une incertitude touchante « Je l'ai choisi moi-même parce que je voulais que vous ayez quelque chose qui a été sélectionné pour vous seul, et non simplement hérité. Mais si vous préférez autre chose, si vous souhaitez choisir votre propre bague ou concevoir quelque chose d'entièrement nouveau, j'attendrai aussi longtemps que nécessaire. » Et Éléanore rit alors, un son de pure joie qui remplit la bibliothèque comme de la lumière, et elle dit « Alexander, elle est parfaite. Vous êtes parfait dans votre imperfection même. Et oui, oui, je vous épouserai et construirai ce partenariat avec vous, et ferai confiance à ce que nous pouvons devenir ensemble. » Et alors qu'il glissait la bague à son doigt, avec des mains qui tremblaient légèrement, malgré tous ses efforts pour se contrôler, son père et sa sœur, regardant avec un bonheur non dissimulé, Alexander comprit que ce moment de vulnérabilité et de joie honnête valait plus que toute la certitude froide qui avait gouverné sa vie antérieure, et quand Éléanore se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser avec sa famille, comme témoin de ce nouveau départ,
il sentit les derniers vestiges de son ancien moi tomber comme une armure dont il n'avait plus besoin, remplacée par quelque chose de bien plus effrayant et infiniment plus précieux, la liberté terrifiante d'être pleinement connu et de choisir d'être aimé malgré tout. Les préparatifs du mariage se déroulèrent au cours des semaines suivantes d'une manière qui aurait étonné le duc d'Ashworth, qui avait initialement demandé Éléanore en mariage avec une telle certitude froide, car au lieu du grand spectacle que la société aurait attendu d'un mariage ducal, Alexander se retrouva à s'en remettre aux préférences d'Éléanore à chaque tournant, et plus remarquablement, à découvrir qu'il désirait sincèrement sa vision plutôt que l'étalage traditionnel de richesse et de pouvoir que sa position exigeait. Et leur premier désaccord surgit à propos de la liste des invités lorsque son secrétaire présenta la liste attendue de 300 noms, y compris des parents éloignés qu'Alexander connaissait à peine, et des relations politiques qu'il était obligé d'honorer. Et Éléanore regarda la liste avec consternation et dit doucement : « Ce n'est pas un mariage, Alexander, c'est une occasion d'État, et j'avais espéré que nous pourrions célébrer avec ceux qui se soucient réellement de nous, plutôt qu'avec ceux qui souhaitent simplement être vus. » Et il sentit son vieil instinct se lever pour défendre la tradition et l'obligation, avant de se rappeler que c'était précisément le genre de moment qui définissait leur partenariat. Et donc, au lieu de rejeter ses préoccupations, il s'assit avec elle dans son bureau, et ils travaillèrent ensemble sur la liste, barrant des noms et en ajoutant d'autres jusqu'à ce qu'ils aient créé quelque chose qui honorait à la fois ses responsabilités et son désir d'intimité, un compromis de 150 invités qui leur semblait juste à tous les deux. Sa mère, la duchesse douairière, arriva de la maison de Douai avec l'intention de contrôler les arrangements comme elle avait tout contrôlé dans la vie d'Alexander jusqu'à ce qu'Éléanore y entre. Et le premier dîner, avec les deux femmes présentes, devint une danse prudente de volonté, alors que sa mère critiquait le choix de fleurs d'Éléanore comme étant trop simple, sa préférence pour un quatuor à cordes plutôt qu'un orchestre complet comme étant insuffisante, son projet d'inclure plusieurs des serviteurs d'Alexander dans la liste des invités comme étant absolument inconvenant. Et Alexander regarda Éléanore gérer chaque critique avec une grâce qui l'étonna, jamais sur la défensive, mais ne cédant jamais non plus sur ce qui comptait pour elle, expliquant ses choix avec une conviction si tranquille que même sa mère se retrouva parfois à concéder des points, bien qu'elle maintint un air de désapprobation blessée, qu'Alexander savait destiné à le faire se sentir coupable d'avoir choisi le bonheur de sa fiancée plutôt que l'orgueil de sa mère. La véritable crise survint lorsque sa mère découvrit qu'Éléanore avait l'intention d'utiliser une partie de la dot qu'Alexander lui avait accordée pour créer l'école pour filles dont ils avaient discuté, et elle déclara au dîner devant plusieurs parents qu'il était inconvenant pour une duchesse de s'impliquer dans de telles affaires, que le rôle approprié d'Éléanore était de gérer la maison d'Alexander et de produire des héritiers, plutôt que de perdre du temps et de l'argent à éduquer des filles qui ne deviendraient que des gouvernantes ou pire. Et Alexander sentit la vieille pression familière de maintenir l'harmonie familiale en restant silencieux. Mais il regarda le visage d'Éléanore et n'y vit pas de la peine, mais plutôt une attente calme, une foi tranquille qu'il choisirait correctement. Et il posa son verre de vin avec un soin délibéré et dit : « Mère, je comprends que vous veniez d'une génération qui croyait que la sphère d'une femme devait se limiter aux préoccupations domestiques. Mais j'ai appris d'Éléanore que la vraie noblesse consiste à utiliser sa position pour élever les autres plutôt que de simplement maintenir son propre statut. Et je suis fier que ma femme souhaite créer des opportunités pour des filles qui n'en auraient autrement aucune. Et non seulement je la soutiendrai dans cette entreprise, mais je l'assisterai activement pour la faire réussir. Et je dois vous demander soit d'offrir votre soutien également, soit de garder votre opposition privée, car je ne permettrai à personne, famille ou autre, de diminuer la vision d'Éléanore ou de la faire se sentir mal accueillie
dans ce qui sera bientôt sa maison, autant que la mienne. Le silence qui suivit sa déclaration fut profond, et le visage de sa mère montra le choc que son fils lui parle ainsi. Mais Éléanore passa la main sous la table et lui serra la main avec une pression qui lui dit qu'elle comprenait le coup de ses paroles et appréciait sa défense. Et bien que sa mère soit partie le lendemain avec une formalité raide et une colère à peine dissimulée, Alexander ne ressentit aucun regret, seulement une profonde certitude qu'il avait enfin appris à choisir correctement entre l'approbation des autres et le partenariat qu'il construisait avec Eleanor. À l'approche du jour du mariage, tous deux se trouvèrent saisis d'une nervosité inattendue, et 3 nuits avant la cérémonie, Eleanor vint le trouver dans son bureau, où il prétendait examiner des papiers du domaine, mais luttait en réalité contre des doutes sur sa capacité à être vraiment le mari qu'elle méritait, et elle s'assit à côté de lui et dit « Je suis terrifiée, Alexander, terrifiée de me réveiller un matin et de découvrir que tu es redevenu le duc froid qui m'a fait sa première demande, ou pire, que mes propres peurs me feront me retirer dans l'invisibilité tranquille derrière laquelle je me cachais autrefois. » Et il prit ses mains et admit. Je partage cette peur, car je sais que ma transformation n'est pas complète, et ne le sera peut-être jamais, et je crains de te décevoir à un moment crucial, que mes vieilles habitudes ressurgissent et te blessent avant même que je réalise ce que j'ai fait. Et ils restèrent assis ensemble à la lueur du feu, reconnaissant leur peur et se faisant des promesses non pas de perfection, mais d'effort, convenant qu'ils parleraient honnêtement lorsque l'un blesserait l'autre, qu'ils supposeraient de bonnes intentions même dans les moments de conflit, qu'ils choisiraient chaque jour de construire leur partenariat plutôt que de se retirer dans l'autoprotection. Et alors qu'Eleanor quittait son bureau cette nuit-là, avec un baiser qui avait le goût salé des larmes que ni l'un ni l'autre n'avaient honte de verser, Alexander comprit que cette honnête vulnérabilité était en soi une sorte de vœu de mariage, peut-être plus contraignant que tous les mots qu'il prononcerait devant des témoins dans 3 jours. Le matin du mariage arriva avec la lumière du soleil d'automne filtrant à travers les feuilles dorées, et la chapelle qu'Alexander avait choisie n'était pas la grande cathédrale où des générations de ducs d'Ashworth s'étaient mariés, mais plutôt une plus petite église normande sur le domaine où Éléanore avait dit sentir la présence de quelque chose d'éternel et de vrai. Et alors que les invités arrivaient en plus petit nombre, que la société ne s'y attendait, mais avec une chaleur sincère qu'aucun grand spectacle n'aurait pu commander, les murs de pierre semblaient contenir leur anticipation comme une bénédiction, et à l'intérieur, l'espace brillait de la douce lumière de centaines de bougies sur lesquelles Éléanore avait insisté, parce qu'elle disait que la lueur des bougies rendait tout le monde beau dans sa vulnérabilité, et les fleurs n'étaient pas les arrangements formels que sa mère aurait exigés, mais plutôt des bouquets lâches de fleurs d'automne, des chrysanthèmes rouille et or, des branches de feuilles changeantes, des roses tardives qui conservaient encore le souvenir de l'été. Le tout arrangé par Éléanore et sa sœur de leurs propres mains, dans un travail d'amour qui rendait chaque bouquet imparfait plus précieux que n'importe quelle composition professionnelle n'aurait pu l'être. Alexander se tenait à l'autel dans sa jaquette, les mains jointes dans le dos pour cacher leur tremblement, et son meilleur ami, qui lui servait de témoin, nota avec amusement que l'inébranlable duc d'Ashworth ressemblait beaucoup à un homme qui craignait de se réveiller d'un rêve, et quand la musique commença et qu'Eleanor apparut au fond de la chapelle au bras de son père, Alexander sentit son souffle se couper, car elle ne portait pas le voile de la famille Ashworth, ni les traditionnelles fleurs d'oranger, mais avait plutôt choisi une élégance simple, une robe de soie ivoire qui bougeait comme de l'eau. Le collier de perles de sa mère à son cou, et dans ses cheveux une couronne des mêmes fleurs d'automne qui ornaient de la chapelle, et elle avait l'air si complètement elle-même, si radieusement réelle, plutôt que de jouer le rôle de duchesse, qu'Alexander sentit les larmes lui piquer les yeux, et ne prit pas la peine de les cacher, comme il l'aurait fait autrefois. Alors qu'Éléanore atteignait l'autel, et que son père plaçait sa main dans celle d'Alexander,
avec une bénédiction murmurée, elle leva les yeux vers l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser et vit sur son visage une émotion si ouverte qu'elle sut sans aucun doute que cela ne ressemblait en rien à cette première demande dans la salle de bal. Et quand le vicaire commença la cérémonie et qu'ils se tournèrent l'un vers l'autre pour prononcer leurs vœux, la voix d'Alexander trembla légèrement sur les mots « Moi, Alexander, je te prends, Éléanore », et elle le stabilisa par la pression de ses mains dans les siennes et la force de sa propre voix alors qu'elle promettait de l'honorer et de le chérir. Et au moment où il devait placer l'anneau à son doigt, ses mains tremblaient tellement qu'elle dut aider à guider l'anneau de saphir sur sa main, et elle leva alors la main sans réfléchir pour redresser sa cravate, qui était légèrement de travers, un geste si naturel et affectueux que plusieurs invités sourirent à travers leurs larmes devant son intimité. Pendant les prières qui suivirent, Alexander chercha la main d'Éléanore en violation d'un protocole que l'ancien duc n'aurait jamais commis, et elle entrelaça ses doigts dans les siens et le serra fort. Et quand ils furent enfin déclarés mari et femme, et qu'il fut autorisé à embrasser sa mariée, il lui prit le visage entre ses mains avec une telle tendresse que le baiser qu'ils partagèrent fut moins une formalité sociale qu'une conversation privée dont d'autres furent témoins. Et les applaudissements qui éclatèrent ne furent pas la reconnaissance polie d'un devoir accompli, mais plutôt la célébration sincère de deux personnes qui s'étaient trouvées à travers les ruines de l'orgueil et en étaient sorties transformées. Le déjeuner de noces qui suivit eut lieu dans la serre plutôt que dans la salle à manger formelle, et au lieu des plans de table rigides que la tradition exigeait, Éléanore avait créé une atmosphère qui encourageait les mélanges et les conversations sincères. Et Alexander regarda sa femme se déplacer parmi leurs invités avec une telle grâce et une telle chaleur que plusieurs personnes firent remarquer qu'ils n'avaient jamais vu une duchesse aussi totalement dépourvue de prétentions, et quand ils prirent enfin la piste pour leur première danse en tant que mari et femme, il la serra assez près pour lui murmurer « Je suis reconnaissant chaque jour que tu m'aies refusé cette première fois, car cela m'a donné la chance de devenir quelqu'un digne de ce moment. » Et Éléanore lui sourit, avec des yeux qui contenaient à la fois de la joie et la plus légère trace de malice, et répondit « Et je suis reconnaissante que tu aies été assez têtue pour chercher à comprendre plutôt que de penser ton orgueil blessé, car cela m'a donné la chance de découvrir que sous le duc froid se cachait un homme capable d'une transformation extraordinaire. » Et ils dansèrent ensemble alors que la lumière de l'après-midi devenait dorée et que leurs invités les regardaient en sachant qu'ils assistaient non pas à un triomphe social, mais à quelque chose de bien plus rare, un partenariat bâti sur la vérité, la vulnérabilité et le courage de choisir la croissance plutôt que le confort. Et quand ils partirent tôt au milieu d'adieux chaleureux et de sourires complices, la main d'Éléanore fermement dans celle d'Alexander, alors qu'ils montaient dans la voiture qui les emmènerait commencer leur vie de mariés. Tous deux emportaient avec eux la certitude que ce qu'ils avaient construit ensemble par la patience et l'honnêteté était plus précieux que n'importe quel arrangement n'aurait jamais pu l'être, une fondation assez solide pour supporter toutes les joies et tous les défis que les années à venir pourraient apporter. 3 années s'étaient écoulées depuis ce mariage d'automne, et par un beau matin de mai, le duc et la duchesse d'Ashworth se tenaient ensemble dans le jardin de ce qui avait été autrefois un manoir abandonné aux abords de Londres, mais qui était maintenant l'école Hartley pour Phil, ses fenêtres étincelantes de peinture fraîche et son parc animé par les rires de 40 élèves dont les familles n'auraient jamais pu se permettre une telle éducation. Et Alexander regardait sa femme se déplacer parmi les invités et les bienfaiteurs rassemblés avec la même grâce qu'elle avait montrée à chaque instant de leur mariage, expliquant sa vision pour étendre le programme afin d'inclure non seulement la lecture et l'arithmétique, mais aussi la littérature, la science et le type de pensée critique qui permettrait à ses filles de façonner leur propre avenir
plutôt que de simplement accepter les limitations que la société leur imposait, et il ressentit la vague de fierté désormais familière qui ne l'embarrassait plus comme elle l'aurait fait autrefois, car Éléanore lui avait appris qu'aimer quelqu'un signifiait célébrer ses triomphes, plutôt que de craindre que sa lumière ne diminue la sienne. Une petite main tira sur son manteau, et il baissa les yeux pour trouver leur fille Catherine, âgée de moins de 2 ans, lui tendant une fleur qu'elle avait arrachée du jardin avec plus d'enthousiasme que d'habileté, et il s'agenouilla sans penser aux taches d'herbe sur son pantalon coûteux, et accepta la fleur mutilée comme si c'était la plus belle des roses, embrassant ses boucles sombres et pensant à quel point son propre père aurait été horrifié de voir un duc jouer les nourrices. Mais Alexander avait appris que les opinions des fantômes importaient bien moins que l'amour des âmes vivantes, et quand Éléanore croisa son regard à travers le jardin et sourit à la vue de lui avec leur fille, il ressentit un contentement si complet qu'il semblait impossible qu'il ait cru un jour que le bonheur résidait dans le contrôle et la certitude plutôt que dans ce beau chaos de partenariat et de croissance. La cérémonie d'inauguration commença avec Éléanore s'adressant à la foule assemblée sur l'importance de l'éducation comme chemin vers l'indépendance, et Alexander se tenait à ses côtés non pas comme le duc qui avait financé la création de l'école, mais comme son mari et partenaire, et quand elle le présenta et lui demanda de dire quelques mots, il ne parla pas de sa propre générosité, mais de la manière dont sa femme lui avait appris que la vraie noblesse signifiait utiliser ses privilèges pour créer des opportunités, et plusieurs personnes dans la foule qui avaient connu l'ancien Alexander virent dans son visage et son port la preuve d'une transformation si complète qu'elle semblait presque miraculeuse. Bien que ceux qui connaissaient toute l'histoire comprirent qu'elle avait été acquise par des années d'efforts patients et la croyance inébranlable d'Éléanore que les gens pouvaient changer s'ils choisissaient le courage plutôt que le confort. Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et exploraient les salles de classe lumineuses de l'école, Alexander et Éléanore trouvèrent un moment tranquille ensemble sous un chêne où Catherine jouait avec un enfant en visite, et Éléanore se pencha contre l'épaule de son mari avec l'aisance d'une longue intimité et dit « Penses-tu parfois à cette nuit dans la salle de bal où je t'ai refusé ?» Et Alexander rit doucement et répondit « Chaque jour, et chaque jour, je remercie Dieu pour ton courage, car si tu m'avais accepté alors, je nous aurais rendus tous les deux misérables, et je n'aurais jamais appris ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. » Et ils restèrent ensemble dans la lumière tachetée du soleil, regardant leurs filles et les élèves qui représentaient la vision d'Éléanore devenue réalité. Et le contentement entre eux n'était pas la paix fragile d'un conflit évité, mais plutôt la sécurité profonde de 2 personnes qui avaient appris à être honnêtes l'une envers l'autre, même quand l'honnêteté était difficile, qui avaient choisi encore et encore de construire quelque chose ensemble plutôt que de se retirer dans l'autoprotection. Cher auditeur, peut-être vous êtes-vous trouvé dans un moment où quelque chose semble parfait en surface, où chaque considération pratique suggère l'acceptation, où le refus semble une folie qui vous coûtera cher, et pourtant une voix tranquille à l'intérieur murmure que la perfection sans présence n'est qu'une belle cage, et si c'est votre moment, alors laissez le courage d'Éléanore vous rappeler qu'il vaut mieux faire face à l'incertitude seule que de se perdre dans le monde soigneusement contrôlé de quelqu'un d'autre. Et si au contraire vous avez été celui qui offre des arrangements plutôt que des partenariats, exigeant la conformité plutôt qu'invitant à la collaboration, alors laissez la transformation d'Alexander vous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la vulnérabilité plutôt que le contrôle, pour poser des questions plutôt que de prononcer des jugements, pour construire quelque chose de réel plutôt que de maintenir quelque chose de simplement impressionnant. Car un véritable partenariat exige le courage d'être vu dans toute notre imperfection, d'admettre quand nous avons tort,
de grandir même quand la croissance est inconfortable, et de choisir chaque jour d'honorer l'humanité de ceux que nous aimons, plutôt que de les traiter comme des pièces dans nos vies parfaitement arrangées. Puissiez-vous trouver la sagesse de savoir quand refuser ce qui semble juste mais qui sonne faux, et l'humilité de changer quand vous découvrez que votre certitude n'était que de l'orgueil. Puissiez-vous construire des partenariats qui honorent les deux âmes plutôt que d'en élever une au détriment de l'autre. Puissiez-vous reposer dans la connaissance que la transformation, bien que difficile, est toujours possible pour ceux qui sont assez courageux pour commencer. C'était une histoire des Chroniques enchantées. Et si elle a touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne et la partager avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que les meilleures histoires d'amour ne consistent pas à trouver la perfection, mais à voir deux personnes imparfaites choisir encore et encore de grandir ensemble.